Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en bonne santé, ainsi que votre famille. J'espère qu'aucun de vous ni aucun de vos proches n'est souffrant. On l'a compris, le meilleur moyen de se protéger contre ce virus et de ne pas diffuser l'épidémie, c'est de rester chez soi. Alors prenez bien soin de vous en restant à la maison. Je suis sûr que le collège vous manque, que la disparition des cours d'histoire vous désespère et que vous vous ennuyez terriblement à la maison. Alors j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle carrière, une carrière de youtubeur. On va poursuivre le cours en vidéo, ça va être mon premier essai, alors j'espère que vous serez indulgents. Je commence d'abord par un petit récapitulatif de la séance de travail que je vous ai envoyée la semaine dernière sur mon bureau numérique. Vous l'avez compris, Napoléon Bonaparte est un grand réformateur. Il a introduit de nombreux changements dans l'organisation du pays. Après le coup d'État du 18 Brumaire en 1799, il pensait qu'il fallait mettre fin au désordre de la Révolution. Et avec autorité, il a rétabli l'ordre et la stabilité dans le pays. Par exemple, désormais dans tous les aspects de la vie quotidienne des Français, il y a des règles précises qui sont regroupées dans un livre de loi qui s'applique partout sur le territoire et qui efface les anciennes traditions régionales. Le code civil existe encore aujourd'hui, comme vous le savez, même si toutes les règles qui s'y trouvent ont été entièrement réécrites pour les adapter à notre époque. Il a aussi créé les préfets, qui existent encore aujourd'hui également, chargés de maintenir l'ordre et la sécurité dans le département. Troisième point, la signature du Concordat avec le pape en 1801 lui a permis d'éteindre les divisions qui existaient pendant la Révolution entre les Français et qui opposaient les défenseurs de la religion chrétienne d'un côté et de l'autre les défenseurs de la République qui avaient mené une politique de déchristianisation. Je fais juste une petite parenthèse pour vous signaler que le Concordat a duré plus de 100 ans. Il a été supprimé en 1905 lors de la grande loi française sur la laïcité qui a séparé l'Église et l'État dans notre pays. Mais il y a une grande exception qu'il faut que je vous signale, c'est que le Concordat existe encore aujourd'hui dans 3 départements français, l'Alsace et la Moselle. Pourquoi ? Parce qu'en 1905, lorsque le Concordat a été supprimé par la République française, notre région était annexée par l'Empire allemand. Et lorsque l'Alsace-Moselle est redevenue française en 1918 après la Première Guerre mondiale, nous avons conservé le Concordat dans notre région. Il reste toujours en vigueur aujourd'hui, ce qui explique par exemple que les prêtres alsaciens, contrairement au reste de la France, continuent d'être payés par l'État comme des fonctionnaires. Vous pouvez donc retenir qu'en Alsace et en Moselle, le Concordat de Bonaparte est toujours en application dans notre région. Je ferme ma parenthèse et je résume. Vous l'avez compris, Napoléon Bonaparte a durablement réorganisé le pays en lui donnant des structures administratives très stables. Vous avez également retenu qu'il s'agit d'un régime autoritaire qui repose sur un seul homme et que cet homme, qui était d'abord premier consul puis empereur, concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Avec le sacre de 1804, la République se change en monarchie impériale. Vous vous souvenez donc de la problématique que je vous avais posée au début du cours. Bonaparte est-il le continuateur de la Révolution ou est-il l'homme qui a enterré la Révolution et la République ? La réponse est donc claire. Il a enterré la Révolution puisque la République s'est transformée en monarchie impériale. Cependant, je nuance un tout petit peu mon affirmation, puisque dans son œuvre de réorganisation du pays, il applique un certain nombre de grands idéaux révolutionnaires, comme l'égalité par exemple, puisque Napoléon a établi une égalité entre tous les citoyens vis-à-vis de la loi, dans une certaine mesure pour nous dire que Napoléon est un héritier de la Révolution. Nous terminons ce chapitre avec ce qui caractérise le plus le règne de Napoléon Ier, c'est que quasiment pendant toute la durée de son règne, celui-ci n'a jamais cessé de faire la guerre. Napoléon aime la guerre, il a déclaré
Mon pouvoir tient à ma gloire, et ma gloire aux victoires que j'ai emportées. Dans toute l'histoire, aucun chef de guerre n'a gagné autant de batailles que Napoléon. Tous les experts en arts militaires s'accordent à reconnaître le génie de Napoléon dans l'art de la guerre. Un général prussien du XIXe siècle, Karl von Clausewitz, qui a étudié avec passion le système de guerre napoléonien, le tenait même pour un dieu de la guerre. Quel est le secret de ces innombrables victoires ? Jusqu'en 1812, Napoléon a remporté une suite de victoires foudroyantes sur ses ennemis, les autres souverains d'Europe, qui voient en lui un usurpateur du trône de la France et qui refusent de le reconnaître comme empereur. Quel a été le secret de ces innombrables victoires et quel a été le résultat de toutes ces batailles ? En quelques mots, je vais vous raconter la plus célèbre et la plus éclatante victoire de Napoléon. Elle doit faire partie de votre culture générale. C'est la bataille d'Austerlitz. Elle a eu lieu le 2 décembre 1805, soit un an jour pour jour, après la cérémonie du sacre dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cette bataille célèbre est une des plus importantes batailles de l'histoire de France. Austerlitz, c'est un petit village qui se trouvait dans l'Empire d'Autriche. Il est situé dans l'actuelle République tchèque. Le grand affrontement a lieu à 100 km au nord de Vienne, la capitale de l'Empire d'Autriche. Qui sont les adversaires de l'empereur ? Pour la première fois, Napoléon affronte en même temps l'empereur de Russie, le tsar Alexandre Ier, et François II, l'empereur d'Autriche. Comment Napoléon va-t-il arracher la victoire avec une armée de 75 000 hommes face à une armée autrichienne et russe, bien plus nombreuse, qui peut aligner 90 000 hommes ? Voici quelques clés pour comprendre le génie militaire de Napoléon. Première raison de son succès, comme toutes les campagnes militaires qu'il a menées, plusieurs jours avant, il étudie avec précision le terrain. Il fait établir des cartes, prépare sa tactique, pique des épingles sur ses cartes, assisté de son aide de camp. Pas de place pour l'improvisation dans les manœuvres militaires de Napoléon. Voici son deuxième secret. Le 1er décembre 1805, la veille du combat, il fait croire à ses adversaires qu'il se retire du champ de bataille et qu'il part vers Vienne avec son armée. Il laisse les Autrichiens et les Russes occuper le plateau du Pratzen en hauteur. Il leur laisse donc la position géographique la plus favorable. Regardez la feinte dans la tactique de Napoléon. Napoléon attire ses adversaires exactement à l'endroit qu'il a choisi. Il attire ses ennemis dans un piège en faisant mine de se retirer. Il fait même croire à l'adversaire qu'il veut demander la paix. Ainsi, il dégarnit son aile droite pour donner à l'ennemi la tentation d'attaquer la partie de l'armée de Napoléon qui paraît la plus fragile. Il anticipe la réaction de ses ennemis et écrit donc à l'avance le scénario de la bataille. C'est là que vous découvrez le génie militaire du personnage. Napoléon laisse penser aux Austro-Russes qu'ils vont pouvoir encercler les soldats français et qu'ils pourront les piéger comme des rats, alors que c'est exactement le contraire qui va se produire. Imaginez les 90 000 soldats autrichiens et russes qui forment un gigantesque croissant dont les deux pointes continuent d'avancer vers l'armée française. Tout se passe comme l'a prévu Napoléon. En attaquant l'aile droite de l'armée française vers 4 heures du matin, le centre de l'armée austro-russe se dégarnit. Les Autrichiens et les Russes tombent dans le piège que leur a tendu Napoléon. Au pied du plateau, Napoléon a placé un groupe de 20 000 soldats cachés dans un épais brouillard. Ces soldats piaffent d'impatience de se battre contre l'ennemi. Ordre de l'empereur français, attendez encore un quart d'heure, et alors il sera temps de foncer. Vers 8 heures, un soleil d'hiver radieux se lève à l'horizon et déchire le brouillard. L'ordre d'attaque est donné, et les Français commencent à gravir les pentes du plateau. Les soldats russes et autrichiens sont ahuris, mais ce sera le soleil qui, en perçant, balayera le brouillard.
Pour le tsar, qui a pris position tout en haut du plateau, ces soldats sont comme une apparition. Ils semblent venir du ciel, dit-il à son aide de camp. Dites plutôt de l'enfer, lui répond celui-ci.